La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, bouleversement à LM Wind Power, Gaspé, entre inquiétude et solidarité. Mais dans l'équipe de direction, les directeurs, des superviseurs, des employés qui se font montrer la porte ou qui sont suspendus ou congédiés. Puis on n'est même pas allé au fond des choses de l'étude indépendante aux États-Unis. C'est comme s'il fallait absolument trouver un coupable. TCRP célèbre les entrepreneurs locaux dans un cadre industriel unique. Après l'église de Grande-Rivière, ça prend un lieu tout autant wow, mais très différent. Et je me suis dit, pourquoi pas aller dans le look industriel, dans quelque chose de encore plus grand et haut. Dans les coulisses du compostage, de la réception à la transformation. Il y en a tellement de sortes de sacs compostables que on ne peut pas savoir lequel pourrait être accepté ou non. Parce qu'il y en a qui se décomposent beaucoup plus rapidement que d'autres. Fait que c'est trop difficile de savoir lequel qu'on pourrait accepter. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les récents bouleversements chez LM Wind Power, le principal employeur privé de Gaspé, suscitent des questions sur l'avenir industriel de la région. Comment Gaspé peut-elle soutenir l'usine et ses travailleurs dans ce contexte de crise? Voici une entrevue avec le maire Daniel Côté, qui partage ses inquiétudes et ses espoirs pour l'avenir de l'industrie éolienne en Gaspésie. En fait, dans le secteur éolien en général, présentement, il y a des gros branle-bas de combat. Là. Il y a des parcs éoliens prévus qui ne se font pas. Il y a d'autres parcs ailleurs qui se font alors qu'ils n'étaient pas prévus. Bref, ça bouge énormément. Donc, c'est un impact énorme sur la filière manufacturière. Par exemple, chez nous, LM Wind Power avait des contrats d'exportation de pales, des pales géantes sur la côte est américaine. Et il y a un méga contrat qui n'a pas lieu parce que le parc éolien ne se fera pas, principalement en raison de la hausse des taux d'intérêt sur les emprunts bancaires. Le promoteur du parc a mis le dossier au rencard, donc méga contrat qui n'a pas eu lieu. En contrepartie, il y a des contrats de repowering, donc de remplacement de parcs existants qui amènent de l'eau au moulin de l'usine locale. Donc, mais c'est quand même beaucoup de chambardement. Par-dessus ça, un parc éolien offshore qui est en construction aux États-Unis. Il y a une pale qui était fabriquée à Gaspé qui a carrément pété. On va le dire ça comme ça, qui s'est brisée dans les instants suivant sa pause. Là, on est dans les eaux à l'est du Massachusetts et ça a provoqué tout un branle-bas de combat là-bas. Il y a une enquête indépendante qui est en cours. GE a mené sa propre enquête sur le pourquoi de la pale. Comme deux autres pales exactement similaires fabriquées en Chine qui ont éclaté aussi au Royaume-Uni. Ça, c'est un fait qui est un peu moins connu en Amérique, mais il suffit de faire une petite revue de presse pour le trouver assez facilement. Donc, il y a deux pales qui ont pété dans un parc du Royaume-Uni, des pales identiques à celles fabriquées à Gaspé des 107 mètres, de la même compagnie, fabriquées dans leur usine, dans une de leurs deux usines en Chine, acheminées au Royaume-Uni, qui ont pété aussi. Dans le cas des trois pales qui ont pété, deux au Royaume-Uni, une sur la côte Est, c'est des raisons différentes qui sont évoquées par la compagnie, par GE Vernova. Au Royaume-Uni, il y en a une qui a des problèmes d'opération, semble-t-il, une des problèmes de manutention, semble-t-il, et celle aux États-Unis, on a évoqué des problèmes de fabrication. Dans tous les cas, de ce que je détiens comme information, les fabrications ne sont pas totales, parfaites. Par contre, il y a un seuil de tolérance. Dans ce que j'ai eu accès comme information aussi, c'est que c'est possible qu'il y ait des problèmes de manutention dans celle des États-Unis. On pose la question ouvertement, y a-t-il eu un problème de manutention? Et on n'a pas de réponse formelle. En fait, la compagnie dit quelque chose. Par contre, il y a une enquête indépendante menée par le BSEE aux États-Unis, qui est un peu un bureau d'enquête indépendant sur l'environnement et la sécurité, qui est en train de mener une enquête que je qualifierais d'indépendante. Et j'ai hâte de connaître les conclusions. Parce que là, tous les regards sont pointés vers l'usine de Gaspé, comme si, l'usine de Gaspé a fabriqué plus de 12 000 pales d'éoliennes jusqu'à maintenant. Il y en a une qui a pété.
Est-ce que c'est vraiment des problèmes uniquement de fabrication? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes en cours de route? J'ai hâte d'avoir leur juste, tout simplement. Je sais qu'à l'usine, il y a des processus qui se font différemment présentement. La haute direction, basée en France, nous rassure sur le fait que l'usine est là pour durer. Par contre, on sent comme une étau se resserrer sur Gaspé présentement, puis j'aime pas ça. Puis j'aime surtout pas que nos employés doivent plaider coupables des accusations pour lesquelles ils sont peut-être même pas coupables alors qu'il y a pas la conclusion d'enquête indépendante ne sont pas terminées. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas voir une purge faite au sein de l'usine en disant tel employé. En fait, c'est comme si on leur disait qu'ils sont coupables, on les met à la porte, on en suspend d'autres. Pratiquement du plus haut de la hiérarchie. En fait, le directeur général de l'usine est toujours en poste, mais dans l'équipe de direction, les directeurs, des superviseurs, des employés qui se font montrer la porte ou qui sont suspendus ou congédiés, puis on n'est même pas allé au fond des choses de l'étude indépendante aux États-Unis. C'est comme s'il fallait absolument trouver un coupable, puis que le coupable se trouvait dans l'usine. Je trouve que ça fragilise les opérations de l'usine présentement de mettre autant de monde en poste de direction, des décideurs. On les met à la porte, on les remplace temporairement par des gens qui viennent d'autres usines de par le monde, qui connaissent pas la réalité de Gaspé nécessairement, qui vont peut-être l'apprendre. Peut-être que ça va être sécure à long terme, mais à court terme, dire que je me sens totalement sécure avec une équipe de dirigeants qui vient d'ailleurs sur la planète, qui connaissent pas notre réalité, qui connaissent pas nos employés, qui connaissent pas comment ça peut fonctionner localement. Je me sens pas trop sécure à l'heure où on se parle, puis j'aime autant être honnête avec le monde. Ceci étant, les opérations de l'usine sont sécurisées minimalement pour la prochaine année, année et demie, peut-être 2 ans. Mais sur le long terme, on est un peu en eau trouble actuellement, puis j'ai hâte de me sentir plus sécure puis de pouvoir sécuriser mon monde. Présentement, je suis pas capable de dire, je sors publiquement en disant tout va bien, Madame la Marquise, on est sécurisé. Pas tout à fait à l'heure où on se parle. Pas tout à fait à l'heure où on se parle, mais on va peut-être le devenir totalement sécurisé prochainement. On gravite dans ce sens-là, mais je voulais au moins donner l'heure juste à la population sur ce qui s'était passé. Parce qu'il y a des déclarations officielles. Je trouve qu'il y a des éléments qui ne sont pas dits dans les déclarations officielles. Je comprends que le but de l'entreprise est de sécuriser son actionnariat, sécuriser la valeur de son action. Je comprends ça. Je serais PDG d'une compagnie, je serais probablement pareil. Mais comme élu, moi, mon but, c'est de sécuriser mon monde et de donner l'heure juste à la population. Fait que c'est ce que je peux me permettre de faire avec toutes les informations que je détiens d'ici à Gaspé, mais aussi que je détiens de par le monde, parce que j'ai tout un réseau au sein de GE avec les années, là. Puis c'est pas tout le monde qui va oser parler, mais il y a des gens quand même qui peuvent me dire des choses dans le creux de mon oreille que je peux me permettre de rappeler. Les deux questions qui me viennent en tête avec ça, la pale qui a brisé, est-ce qu'il y avait eu une commande de juste une pale pour ce parc-là ou il y a eu plusieurs pales de LM Wind Power puis il y en a qu'une qui a cassé? Il y en a qu'une qui a cassé dans le parc au Massachusetts. Par contre, c'est une commande de plusieurs pales, là. En fait, il y a énormément, en fait, presque toute, sinon toute la production de pales de 107 mètres fabriquées à Gaspé s'en allait dans ce parc éolien-là. Donc, il y a plusieurs pales qui sont installées, qui semblent tenir le coup. Il y en a une qui a véritablement pété, mais toutes celles qui ne sont pas installées, même celles installées, si je ne m'abuse, sont en réinspection présentement. Donc, et en même temps, les nouvelles qui vont pouvoir sortir de l'usine, autant de l'usine de Gaspé que de toutes les usines, d'ailleurs, de GE Vernova, de LM Wind Power, de par le monde, tous les processus sont en révision au niveau de la sécurité des pales, s'assurer qu'elles sont vraiment plus solides que solides pour éviter qu'il en pète d'autres. Parce que oui, il y en a une de pétée au Massachusetts fabriquée à Gaspé, il y en a deux qui ont pété au Royaume-Uni fabriquées en Chine, mais c'est toutes les mêmes usines, c'est tous les mêmes procédés, c'est toute la même ingénierie, autant dans la 107 mètres que dans les autres plus petites pales. Donc, tout ce qui sort des usines est en réinspection présentement et je comprends la compagnie de vouloir faire montre de sécurité supplémentaire. Je comprends tout ça. Ce que je comprends moins, c'est le fait de mettre au banc des accusés à peu près tout ce qui s'appelle Gaspé présentement. C'est ce que j'ai pas aimé dans l'attitude de la compagnie. Même s'ils nous sécurisent sur le long terme, j'ai hâte d'être plus sécurisé sur l'avenir à long terme de la compagnie, là. Sur le court terme, on est sécure, là. Comme je le disais d'entrée de jeu, l'usine ne fermera pas dans 6 mois, probablement pas dans un an et demi, 2 ans. Qu'est-ce qui va arriver avec une équipe de direction qui ne connaît pas nécessairement notre réalité? Est-ce qu'on va réussir à l'interne à avoir des gens qui connaissent notre réalité, qui vont pouvoir gravir des échelons? Peut-être que oui aussi, auquel cas, je vais peut-être me sentir plus sécurisé. Est-ce que les externes qui viennent vont s'installer de façon durable à Gaspé, connaître notre mode de vie, connaître nos employés, connaître comment on fonctionne chez nous? Peut-être aussi, et ça me sécuriserait.
Mais c'est certain que si on change de tête dirigeante à tous les 3 mois, de gens qui viennent de la France, qui viennent du Royaume-Uni, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Brésil, qui viennent de la Chine, qui viennent de l'Inde, c'est toujours un roulement au niveau de la direction. C'est pas très sécurisant. Mais ça, je ne sais pas c'est quoi les plans à long terme de la compagnie là-dessus. Puis ils doivent même pas le savoir eux-mêmes. Ils ont décidé de faire une purge parce qu'on dit il y a un problème, il y a eu un problème à Gaspé, on sac tout le monde dehors, on part à zéro, ou presque. Pas tout le monde, il en reste quand même quelques-uns quand même. Il y a quand même des bonnes têtes qui sont restées, là, et je les salue. Mais la manière de faire, je la questionne. Même si je la comprends dans une perspective d'un PDG de compagnie, je comprends vouloir sécuriser l'actionnariat, vouloir sécuriser le capital action, mais ça a tout un impact localement présentement. Puis sur le fait de sécuriser aussi la population sur l'avenir de l'usine, ça a un impact aussi, là. C'est pas tout le monde qui y croit. Fait que j'aime autant donner leur juste à la population. Moi, je crois dans une relance de l'usine, j'y crois. Je crois que ça pourrait bien aller, mais on a des conditions gagnantes à remettre en place pour que ça marche bien sur le long terme. Pour terminer, alors cette enquête qui a lieu, qui est indépendante, est-ce qu'elle va arriver jusqu'à Gaspé parce que présentement, je comprends qu'elle est sur place pour voir si c'est pas un problème de manutention, mais est-ce qu'ils vont aller voir jusqu'à quel a été le procédé de fabrication pour s'assurer, après, pour vraiment pointer du doigt qui est responsable plus que d'autres? Ben, j'espère que oui. En fait, quand il arrive un accident dans la vie, peu importe le type d'accident, il y a toujours différentes causes possibles. Mais c'est quoi la cause la plus probable? C'est ça qu'il faut déterminer. En tout cas, en droit et comme juriste, c'est ce qu'on tente toujours de déterminer dans la cause d'un accident ou d'une problématique. Quelle est la cause la plus probante? Quelle est la cause qui a le plus provoqué le bris ou l'accident en question? C'est ce que doit déterminer le bureau d'enquête indépendant aux États-Unis. Fait que j'ose espérer qu'ils vont aller enquêter plus en profondeur sur la conception, qui enquête davantage sur la manutention, qui enquête davantage sur la fabrication, etc. Puis que leur juste soit donné. Peut-être qu'au final, leur juste, ça va être, ben ouais, c'est un défaut de fabrication à l'usine. Mais au moins, on aura une enquête indépendante qui le dira. Mais je fais le pari avec ce que j'ai entendu puis ce que j'ai compris de différents acteurs. Je fais le pari que il n'y a peut-être pas juste un problème de fabrication qui est en cause. Il y a peut-être d'autres problématiques, d'où les questionnements que je soulève, particulièrement au niveau de la manutention. C'est un problème qui a été relevé au Royaume-Uni sur une pale qui était similaire à celle qui a brisé au Massachusetts. Donc, on peut se permettre de se poser la question, est-ce qu'il y a eu un problème de manutention également? J'ai hâte de voir les conclusions. Entre-temps, si on veut sécuriser l'usine sur le long terme, il y a, oui, de la stabilité que ça prend au niveau de la direction, au niveau des employés. Ça prend aussi des assurances contractuelles au sens où il faut qu'il y ait du contenu local de prévu dans les prochains appels d'offres ou dans les prochains contrats éoliens au Québec. Les derniers contrats éoliens ont fait entrer des pales d'éoliennes de Chine sur le marché québécois, sur des éoliennes québécoises, alors qu'on fabrique des pales d'éoliennes au Québec. J'ose espérer qu'on va avoir des mécanismes. En fait, le ministre Skeet, ministre délégué à l'économie, s'est montré rassurant à cet effet-là qu'il pourrait y avoir des mécanismes pour favoriser de l'achat local sans le garantir. Mais si on était capable de favoriser et que pour nous, ça fait une forme de garantie que les pales d'éoliennes fabriquées au Québec, fabriquées à Gaspé, servent dans les prochains parcs éoliens au Québec, et il y en aura pour 10 000 mégawatts dans les prochaines années. C'est énorme comme potentiel qui pourrait sécuriser l'usine. Ben, je pense que s'il y a du contenu local de prévu, la haute direction de GE va dire, ben, je vais garder mon usine de Gaspé en opération. Je vais vraiment mettre tous les efforts requis pour la sécuriser parce qu'il va y avoir du marché de proximité au Québec. Si on ne peut pas assurer qu'il y aura du marché de proximité au Québec, ça peut arriver que les conclusions soient plus négatives pour l'usine de Gaspé, puis je veux pas qu'on arrive là. Ça fait des mois que je parle de contenu local. Je pensais pas que l'événement actuel nous amènerait vers du contenu local, mais je pense que je maintiens la ligne et le cap sur le fait que ça nous prend des assurances, des garanties, des façons de favoriser le marché local pour sécuriser l'usine de Gaspé sur le long terme, notamment avec les 10 000 mégawatts qui seront déployés au Québec prochainement. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture.
La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. Le Gala des jardins de tourisme et commerce Rocher-Percé s'est déroulé le 2 novembre dernier. On va y revenir avec Billy Bastien, le directeur général de TCRP. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu le temps de décompresser un petit peu. De relaxer un petit peu, oui, c'est ça. On a laissé toute la fébrilité tomber un petit peu, quoi qu'on surfe une belle vague, là, parce que ça a été un grand succès, le gala. Fait qu'on est vraiment, vraiment contents. Tu dis Surf la vague, un grand succès. C'est quoi les réactions que vous avez eues? En fait, dès le lendemain, on faisait le tour un peu pour retourner tout ce qu'on avait emprunté à la dernière minute. Puis c'était le même son de cloche partout, là. Tout le monde a vraiment eu une belle soirée. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Puis ça, d'entendre ça, c'est notre meilleur pays. Donc, ça a vraiment fait du bien de savoir qu'un événement pouvait autant avoir des belles répercussions. Puis on le voit toujours là, cette semaine, les mots qui sortent là, sur les réseaux sociaux et tout. Je pense que c'est unanime que les gens ont adoré ce gala-là. Est-ce que le choix aussi du lieu a joué dedans? Parce que vous avez quand même fait ça dans le hangar de Conception Navale FMP. Oui, bien, le tout est parti d'une idée folle à moi de dire ça prend, après l'église de Grande-Rivière, ça prend un lieu tout autant wow, mais très différent. Et je me suis dit, pourquoi pas aller dans le look industriel, dans quelque chose de encore plus grand et haut qu'une église. Donc, c'est là que j'ai communiqué avec l'équipe de FMP, puis ils nous ont ouvert la porte là, à 100 000 à l'heure. D'ailleurs, je tiens à les remercier vraiment parce que sans eux, sans leur rapport et sans l'aide de Annie Pierre et toute l'équipe derrière ça, écoutez, déplacer les bateaux, construire les escaliers, transformer un hangar en salle de banquet, là, ça ne serait pas fait sans eux. Avec un bateau en guise de stage? Avec un bateau en guise de stage, c'était le départ, en fait. On a travaillé tout le reste de la salle à partir de ça. Fait que ça a été une idée folle qui est venue là, avec les premières visites. On a fait « Hey, on n'a pas besoin de petites scènes noires, là. On a un bateau. » Fait que rien de plus. Donc, vous avez combien de temps vous avez passé? Je sais que l'équipe, pour ce qui est de la sonorisation et l'éclairage, eux autres ont passé 3 jours. Là. Ouais. Ça, c'est une préparation de combien de temps? Ça? Exactement. Une fois que c'est mis en place, on va dire « Ah, bon, on va faire ça là. » Là, c'est... on commence à penser au gala à la fête du travail, mais quand est-ce qu'on commence à faire des appels et à vraiment démarcher, on a eu pris un petit peu de retard là-dedans cette année, puis c'est ce qui épatait beaucoup les gens aussi. C'était en très peu de temps ce qu'on avait réussi à faire. Donc oui, le son, la sonorisation, les lumières, ça a pris 3 jours d'installation sur place. Nous, on est allé pendant au moins 2 semaines, là, aux 3 jours, visiter les lieux pour calculer les bars vont aller là, tout l'aménagement. Fait que c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts et de temps préalablement pour un gala qui dure 4-5 heures. C'est ça l'événementiel. Donc, parlons du gala, ou plutôt parce qu'on remet des prix reconnaissance. Je sais qu'il y a une nouveauté, mais on va y revenir. Mais globalement, les critères de sélection, ça sauve être quoi? Donc, à l'inverse des galas de chambres de commerce qu'on voit habituellement, où il y a un jury qui est formé dans la communauté, nous, on est allé avec un vote populaire. Mais quand je dis populaire, c'est tout de même un vote qui est réservé aux entreprises membres de TCRP. Donc, chaque entreprise a un droit de vote. Puis, dans le fond, les bulletins sont envoyés quelques jours avant là, avec toutes les candidatures qui ont été reçues dans chacune des catégories. Puis, les bulletins sont émis là, quelques jours avant. Puis, on ouvre simplement les votes l'après-midi même avant le gala. Donc, les gens ont vraiment jusqu'au samedi midi pour voter. Ça s'est bien passé. On a eu plusieurs votes cette année. Donc, je trouve ça le fun que les gens comprennent l'essence de l'initiative puis y embarquent. Là.
Ça, est-ce que c'est nouveau de cette année ou ça fait quelques galas que vous appliquez ça comme on ça? On a fait ça l'an passé, quoique l'an passé, c'était n'importe quel membre pouvait voter pour n'importe quel autre membre. On n'y allait pas sous forme de candidature, alors que je considérais que c'était quand même très important de faire valoir ses bons coups dans l'année par l'entremise d'une mise en candidature. Donc, je remercie les entrepreneurs d'ailleurs qui l'ont fait. J'en ai reçu jusqu'à 2 heures du matin à la date limite. Là. Donc, les gens ont vraiment mis beaucoup d'efforts et de temps là-dedans. OK. Donc, je sais que parmi les catégories, bon, on avait... ils sont toujours là. Ça, c'est James Lévesque. James Lévesque et fils. Ça fait 55 ans qu'ils sont là, d'ailleurs. Ça fait 55 ans qu'ils sont là. D'ailleurs, il y avait plusieurs entreprises dans la salle qui avaient des anniversaires, là, que ce soit du 40 ans, du 45, du 50, du 54 ans aussi. Vraiment, il y avait une belle représentativité là, d'un pôle économique très fort là, pour notre MRC, qui sont ces entreprises-là. Fait que, on avait organisme de l'année, jeunes entreprises. On avait les 2 prix touristiques, donc touristique, hébergement et restauration, qui étaient remportés par le restaurant La Maison Mathilde. Comme on en a parlé tantôt, jeune entreprise qui a été remportée par MC2, le centre de location d'outils d'équipement. Il y a eu le second prix touristique qui était activité et événement qui était remporté par la base plein air Bellefeuille. Il y a eu Elles sont encore là qui était James Lévesque et fils. OBNL de l'année, OAA Espoir Câlin pour une 2e année consécutive. Puis, on a eu également les prix commerce de détail qui étaient remportés par la savonnerie Poussière d'Étoile et le prix industriel par Conception Navale FMP. Et j'ai été les rencontrer après le gala, fait que ça, on va pouvoir les entendre après notre entrevue. Il y avait aussi, puis ça c'est une nouveauté cette année, là je ne me rappelle pas exactement, mais c'est personnalité d'affaires de l'année. Ouais. Puis, en fait, dans ce prix-là, on cherchait à les féliciter, à les reconnaître le travail de l'entrepreneur derrière son entreprise, pas juste l'entreprise. Parce qu'on sait qu'être entrepreneur et avoir une entreprise, c'est 2 choses, puis on le vit, être entrepreneur, on le vit avec soi-même, souvent. Donc, on voulait aller reconnaître ça. Puis, drôlement, cette année, on a eu 2 candidatures et c'était un couple. Donc, ça a été Mme Jessica Kane et M. Mathieu Duguay qui ont été honorés là, lors de ce prix-là. Lui qui a été proposé par sa femme et Exactement. Sa femme qui a été proposée par un de ses employés. Mme Kane, oui, exactement. C'est une employée de Mme Kane qui m'a contacté puis qui m'a dit « on peut pas passer à côté ». Donc, c'était assez clair. Et on a eu une belle échange là, sur justement qu'est-ce qui était l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui était un bon patron au final. Pour eux autres, il y a eu beaucoup d'émotions. Étant donné que pour Mathieu, il a gagné le prix avec MC2 et Jessica avec Restaurant Maison Mathilde. Ouais. Exactement. Puis ils ont également ensemble remis le prix Bonheur au boulot qui a été décerné au CJE Carrefour Jeunesse Emploi, Option Emploi, Rocher-Percé. Maintenant, le gala, il contribue comment au développement économique de la région? En fait, le gala, il vient tisser des liens, il vient en créer d'autres aussi. Donc, il vient... C'est une espèce de toile dans laquelle on met un énorme et un très beau bassin d'entrepreneurs de la région ensemble. Donc, on fait imaginer les idées qui partent du gala, qui naissent lors du gala, et même les discussions qui font allumer des étincelles, qui font faire « Ah oui » pour des projets. Donc, moi, je pense que c'est un gros melting pot de créativité, d'entrepreneuriat. Avec plus de 160 personnes rassemblées, je ne peux imaginer les idées qui en sont ressorties. Donc, le gala rapproche les gens. Puis juste de faire ça, ça permet de grandes choses pour une communauté d'affaires. J'ai remarqué qu'il n'y a pas juste les entreprises de la MRC qui sont là. J'ai croisé aussi un entrepreneur de Gaspé qui était là. Donc, ça vient... Oui, bien, en fait, le pouvoir d'attraction, il est là, c'est sûr. Puis également, il faut savoir que comme nos entreprises font affaire sur d'autres territoires, bien, eux aussi, ils font affaire avec notre communauté d'affaires. Donc, ils sont toujours les bienvenus là, à assister à nos événements. Je pense que je ne sais pas si c'est depuis que Doris Bourget est arrivé à TCRP,
Mais je sais qu'avant, bon, les galas, c'était un grand repas. Là, ça semble être un cocktail dînatoire. Est-ce que ça va être comme ça? Exactement. Oui, c'est une formule qu'on a choisie lors du retour des galas en 2022. C'était un choix commun de Doris et moi à l'époque de dire comment est-ce qu'on va favoriser l'échange en assoyant 8 personnes autour d'une table ronde et ils ne bougeront pas. Donc, on s'est dit quand on vient au gala, on veut parler aux 160, on ne veut pas parler aux 8 qui sont avec nous. Puis on est parti de là pour dire quelle sera la formule la plus dynamique. Et c'est ça. En fait, c'est qu'il n'y a pas de place à signer. Tout le monde se regroupe par qui ils veulent. S'ils veulent être 2, s'ils veulent être 22, ils le peuvent. Ça permet aussi les échanges avec les stations traiteurs qui sont en soi des commerçants aussi. Puis le bar, donc ça fait vraiment une animation qui est pas mal plus dynamique, là, je dirais, qu'un repas banquet. Là. Et pour la suite, comment que vous voyez l'évolution du gala? Moi, je pense que le gala va grandir en étant l'événement fort de la MRC, mais peut-être également de la région. Notre gala se démarque à d'autres niveaux que d'autres. Il y a des très beaux galas, il y a des très beaux événements dans toutes les chambres de commerce et regroupements d'affaires autour de la péninsule, mais je pense que le nôtre devient une belle surprise à chaque année, de par son lieu, de par son dynamisme, de par sa festivité, si on veut. Donc, quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, je compte remercier tout le monde qui a été présent de près ou de loin dans ce gala-là. Il y a des gens qui n'étaient pas présents, mais Dieu qu'ils ont travaillé pour. Je remercie Natacha qui a travaillé avec moi. Je remercie Nicole et toute l'équipe de service. Je remercie le conseil d'administration qui est derrière moi dans ça. Puis je remercie non seulement les 160 personnes qui ont été présentes, mais les 250 membres de TCRP, grâce à qui on peut faire ce genre d'événement-là. Donc, merci beaucoup. Bien, Billy Bastien, directeur général de TCRP, merci beaucoup pour d'être venu nous voir en studio. Merci pour votre invitation. Et en ce qui nous concerne, j'ai rencontré Francis Parisé, le directeur général, c'est ça? Il est directeur? Ouais. Le directeur général de Conception Naval FMP. Ainsi que tous les lauréats des prix reconnaissance. Donc, on se laisse là-dessus. Comment vous trouvez ça d'accueillir le gala de tourisme et commerce Rocher-Percé dans votre hangar chez Conception Naval FMP? On est très, très contents de recevoir le gala de la Chambre de commerce et tourisme de la Rocher-Percé. C'est comme un honneur un peu de recevoir ça. C'est un peu spécial aussi de le faire chez Conception Naval. Gros hangar, grosse place, mais on est vraiment fiers du résultat. Vraiment ça va être vraiment une belle soirée, là. Quand ils vous ont est-ce que c'est eux autres qui vous ont approché pour s'installer ici? Oui, c'est vraiment eux qui sont venus nous voir l'installation. Il y avait une idée en tête un peu industrielle gala. Je pense que le résultat est là ce soir. Là. Aviez-vous des doutes au résultat que ça pouvait donner? Pas vraiment de doute, mais on s'est vraiment joint avec l'équipe de TCRP pour vraiment faire une belle soirée et un beau gala, une belle salle avec ça, c'est sûr. Ils se sont bien organisés, c'est vraiment bien fait. Vraiment fier de l'organisation, de tout ce qu'on a. Je veux remercier Billy Bastien, pareil, nous avons fait confiance aussi pour l'installation du bateau, pour le stage, des affaires comme ça. Fait qu'on est vraiment très, très fiers. C'est une super soirée. Donc, James Lévesque et Fils a gagné le prix. Elles sont encore là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette reconnaissance-là? OK. Je peux te dire, 55 ans, on va toujours dire que c'est une vieille histoire. Ça a commencé en septembre 69. C'est mon père qui avait acheté le commerce en 69. Puis, depuis ce temps-là, ça ne s'est pas fait tout seul. J'avais une très bonne équipe en arrière de moi. C'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Puis, vous dire, j'ai toujours eu la passion. Puis, même après 55 ans, je l'ai toujours. Donc, de recevoir ce prix-là, ça vous fait chaud au cœur? Oui, j'étais bien heureux d'avoir ce prix-là. Ça m'a même surpris, là. Puis c'est quoi les ambitions, les prochaines étapes pour James Lévesque et Fils? Alors, les prochaines étapes, nous autres, on a BRP, on a les moteurs, on a les Honda, les moteurs Honda, toute la ligne de produits mécaniques. Puis on a deux très bonnes compagnies. Puis on vend comme on n'a jamais vendu. Là. C'est des ventes. Ça a toujours été en montant, puis ça n'a jamais arrêté. Comment
Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette reconnaissance-là pour Espoir Collant? Bien, pour moi, ça signifie que les gens sont contents du service que OAA donne à la population. Et puis, vous savez, il y a tellement d'animaux errants, il y a tellement d'animaux qui ne sont pas stérilisés que ça multiplie le travail là, des bénévoles et du personnel du conseil d'administration. Moi, ce que je veux en tant que bénévole, c'est inviter la population à faire stériliser leurs animaux. Parce qu'à date, c'est une très grande problématique là, à la grandeur de la MRC du Rocher-Percé. Vous avez remporté le prix Jeune Entreprise. Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance-là? Bien, c'est sûr que de remporter cette reconnaissance après 2 ans d'ouverture, c'est très valorisant puis réconfortant. On a mis beaucoup d'efforts et d'énergie. Alors, une reconnaissance là, comme celle-là, ça fait une bonne petite tape dans le dos. Là. Un bref historique de la mise en place de cette entreprise-là? MC2, l'idée est venue en septembre 2021. Suite après ça, à la mise en place d'un plan d'affaires, une planification stratégique, en passant par le financement puis le début de la construction, décembre 2021, pour une ouverture, une mise en opération en juillet, le 4 juillet 2022. C'est quoi les ambitions ou les prochaines étapes pour MC2? Bien, l'organisation, le groupe dans lequel MC2 fait partie, on est en mode croissance et acquisition. C'est sûr qu'on vient de faire une acquisition qui est le centre d'outillage Gaspé. Puis peut-être qu'on ne sait pas, là, dans un avenir à moyen terme, peut-être qu'on aurait peut-être l'idée d'en avoir un 3e. Là. Fait que... Vous avez remporté le prix Bonheur au boulot. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette reconnaissance-là? C'est vraiment une belle reconnaissance. En fait, ça signifie beaucoup parce qu'au CGE-OE, on est vraiment une famille. On est plus qu'une équipe. On est vraiment une famille. Puis de voir que ça paraît ailleurs, c'est vraiment le fun. Honnêtement, là, c'est vraiment le prix. S'il y a un prix qu'une entreprise ou une organisation veut recevoir, c'est bien celui-là, surtout en pénurie de en période de pénurie de main-d'œuvre, comme on le vit. Nous, ça fait... il y a des gens qui sont au service du CGE Option Emploi depuis plus de 15 ans, même 26, 27 ans bientôt. Donc, ça signifie qu'on est bien, on a vraiment du fun. On le mérite, ce prix-là, je pense. C'est quoi les ambitions ou les prochaines étapes pour le CGE Option Emploi suite à cette reconnaissance-là? Bien, honnêtement, c'est de continuer de faire ce qu'on fait, de le faire aussi bien, puis de continuer de... Comme je disais tantôt, là, on est vraiment comme une grande famille. Parfois, il y a des gens qui nous quittent, mais d'autres qui reviennent, puis on les accueille aussi tout le temps à bras ouverts. Donc, c'est vraiment de poursuivre notre mission, puis de continuer de briller, puis d'avoir du fun ensemble. Tu sais, le plaisir, on rit, on a du fun. Fait que c'est vraiment significatif parce qu'on se lève le matin, puis on veut aller travailler. Ça se reflète sur votre clientèle aussi qui est bien reçue dans ce temps-là. Bien, tout à fait, en fait, parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est sûr que ça se reflète chez la clientèle. En fait, j'ose espérer, mais je pense que oui. Puis les gens, ils ont du fun, tu sais, quand on parle de bonheur au boulot. Nous, on arrive le matin, on a le café payé, on prend un moment pour jaser. Mais quand les clients arrivent aussi chez nous, c'est la même chose. On leur demande, voulez-vous un café, un thé, un verre d'eau? On est accueillant. Puis je pense qu'on le reflète aussi chez notre clientèle. Vous avez gagné le prix Tourisme, Restauration, Hébergement, Soins. Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance-là? Eh bien, pour moi, ça me touche vraiment beaucoup. Ça va faire près de 30 ans que la Maison Mathilde existe. Puis je suis toujours aussi passionnée qu'au tout début, là. Alors pour moi, c'est une belle reconnaissance. Je me dis que les gens, pour moi, c'est une marque de confiance que la communauté me donne. Et puis, écoutez, ça me donne juste le goût de continuer et de poursuivre dans cette belle vague-là, qui est la restauration, puis qui est le percé aussi, que j'adore.
Vous avez dit que ça fait 30 ans que le restaurant Maison Mathilde existe. C'est quoi les ambitions ou les prochaines étapes suite à cette reconnaissance-là? Écoutez, depuis les dernières années, on apporte toujours de la nouveauté, des rénovations, des nouveaux décors. On apporte toujours des plus d'une année à l'autre. Alors, pour moi, je me dis, bon, ben les gens apprécient ce que l'on a fait. J'ai une super équipe derrière moi aussi. Je fais pas ça toute seule. Heureusement qu'ils sont là. Puis, je me dis, bon, ça va me permettre de continuer. J'ai encore d'autres projets, on va voir. Je suis en hôtellerie aussi avec l'Auberge des Trois-Serres. Alors, c'est deux beaux commerces que j'affectionne particulièrement puis qui est dans un endroit que j'adore. Et j'ai mes enfants qui sont avec moi, qui aimeraient prendre la relève. Alors, j'ai la chance de travailler avec eux. Puis ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, vraiment. Vous avez remporté le prix Tourisme, Activité, Événements. Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance-là? Écoute, ça signifie surtout que le travail que j'ai fait avec mon équipe depuis février 2024, ça a quand même progressé très rapidement. Les gens embarquent avec nous. Ça signifie énormément pour moi. Ça me donne des ailes pour continuer. Sans rentrer dans les détails, là, c'est quoi les ambitions de la base plein air de Bellefeuille? Les ambitions à venir, écoutez, on a une grosse campagne de financement qui commence. On a des subventions qui s'en viennent. On a des réparations de nos grands chalets, des canaux, des zodiacs. On a plein de choses à rénover. Mais puis on a des cabines à mettre sur pied. Fait que on a beaucoup d'ouvrages encore à venir, mais ça s'annonce très bien. Et beaucoup d'activités à venir aussi, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Demain, en passant, c'est l'activité d'Halloween d'1h à 4h. On a le village de Noël qui va renaître cette année avec toutes des activités au courant de l'hiver pour revenir à l'été avec notre colonie et le camp de jour. Vous avez gagné le prix Commerce de détail et services. Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance-là? Bien, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment un rêve que j'avais d'être reconnue. C'est un rêve qui se réalise, mais enfin, tu sais, c'est une belle entreprise à percer. Donc, puis merci aussi à mes employés parce que sans mes employés, je serais pas là. C'est quoi les prochaines étapes pour la savonnerie? Vraiment, aller chercher tout le Canada. C'est vraiment ça que je veux, puis c'est bien parti. Puis faire des belles collaborations, puis amener jusqu'à date, là, je suis rendue à 4-5 collaborations, puis ça continue. Des beaux projets qui s'en viennent. En plus d'être l'entreprise qui reçoit le gala de tourisme et commerce Rocher-Percé, vous êtes en plus celle qui remporte le prix industriel. Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance-là? On est vraiment content de recevoir au niveau de l'industriel parce qu'on travaille vraiment beaucoup fort au niveau de plus ou moins développer les produits au niveau de la région, de la MRC. Fait que c'est un prix qu'on accepte grandement, vraiment les bras ouverts. C'est quoi les prochaines étapes pour Conception Navale FMP? La prochaine étape, c'est vraiment de développer les bateaux électriques au niveau du tourisme pour qu'on soit vraiment 100% vert dans le marin dans les futurs. Alors, Mathieu Duguay, Jessica Kane, en plus d'avoir remporté les prix pour MC2 et le restaurant Maison Mathilde, voici que vous recevez la reconnaissance personnalité industrielle de l'année. Comment vous recevez ça, cette reconnaissance-là? Mais en fait, je suis surpris de la reconnaissance, surtout en couple avec ma conjointe. Fait que c'est une belle reconnaissance. Ça fait toujours du bien, une petite tape dans le dos. Là. Moi, en fait, j'avais posé la candidature de Mathieu. J'espérais tellement qu'il l'aille parce qu'il le mérite. Puis je me retrouve à ses côtés. Pour moi, là, ça a été vraiment... ça m'a vraiment touché beaucoup d'être là aussi. Eh bien, bonne continuité à vous deux. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise.
La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Nous sommes rendus au site de compostage de Chandler pour vous dévoiler les coulisses de la transformation des matières organiques. Suivez le parcours des déchets organiques depuis la réception des camions jusqu'au tri et à la transformation finale en un compost fertile prêt à enrichir nos sols. Cette visite guidée explore les bonnes pratiques pour faciliter le travail des trieurs en précisant les types de matières qui ne devraient pas se retrouver au compostage, ainsi que des informations spécifiques sur les produits issus de la chasse qui peuvent y être intégrés. Richard Blais, superviseur au site de compostage, nous accompagne dans cette visite. Alors ici, on est à la première étape du processus, c'est on appelle l'étape du triage. Le camion est venu vider le résultat de la collecte. Et on peut voir ici qu'il y a des sacs de plastique, un peu toutes sortes de sacs. On voit qu'il y a des sacs à vidange, qu'on appelle. Ça, c'est à proscrire. Là. On voit ici un sac de papier compostable. Ça, c'est 100% compostable, il n'y a aucun problème. Mais comme on peut voir à côté ici, on a un sac compostable, mais en plastique. Celui-là, il n'est pas accepté. Dans le fond, ces sacs-là, vous dites, même si c'est indiqué compostable, on n'a pas le droit de... Vous n'avez pas le droit de les passer au compostage? Non. On n'a pas le droit parce qu'on n'a pas l'autorisation du ministère de l'Environnement. C'est pas dans notre certificat d'autorisation. Et puis, il y en a tellement de sortes de sacs compostables que on ne peut pas savoir lequel pourrait être accepté ou non. Parce qu'il y en a qui se décomposent beaucoup plus rapidement que d'autres. Fait que c'était trop difficile de savoir lequel là, qu'on pourrait accepter. Présentement, ce qu'on voit, c'est à l'aide de la chargeuse, l'opérateur va étendre le contenu d'un godet. Et puis, les gars vont faire le tri manuellement. Ils vont sortir tout ce qu'ils voient qui n'est pas compostable. Ils vont sortir s'il y a des bouteilles de verre, s'il y a du verre, du plastique puis du métal. Puis, on sait qu'on en retrouve beaucoup de verre, puis de plastique puis de métal. Fait que les gars vont le retirer. Toutes les matières indésirables, c'est retiré manuellement. Ensuite, ils sont montés en andin. Puis ensuite, ils vont être mélangés avec des copeaux de bois. Ici, on voit là, les gars qui trient le stock manuellement. Là. Ils sortent, il faut ouvrir les sacs. Puis il y a beaucoup de sacs là, qui contiennent il y en a qui contiennent de la bonne matière, mais il y en a beaucoup qui contiennent des vidanges. Là. Fait que, faut ouvrir les sacs. Puis c'est pas vraiment. C'est pas vraiment le fun à faire. Là. On voit ici un morceau de métal qui a été mis dans un bac brun là, puis qui s'est ramassé ici. Là. Je me doutais qu'on pouvait retrouver probablement n'importe quoi, là, mais de là à avoir des grosses pièces de métal comme ça dans le bac brun. Oui, c'est quand même... celle-là est pas mal grosse. Là. Habituellement, elles sont un peu plus petites, là, mais... Vous voyez, on retrouve pas mal toutes sortes de choses. Là. On voit le verre qui est là, que vous avez parlé. Oui, il y a vraiment des bouteilles de bière,
bouteilles de jus, bouteilles en verre, là, ça, c'est vraiment à proscrire là, aussi dans le compostage parce que un morceau de verre cassé qu'on retrouverait dans un échantillon envoyé au laboratoire, puis tout le lot au complet peut être refusé là, à cause des petits morceaux de verre. Là. Une fois que tout ce qui va avoir été amené ici va avoir été trié, combien de temps que ça va rester sous ce bâtiment-là? Bien, ça peut rester une ou 2 semaines. Là, c'est le temps de... C'est seulement pour le garder à l'abri de la pluie, des intempéries, pour que le processus peut s'amorcer plus rapidement. Le processus, c'est-à-dire que c'est une phase où la température va monter rapidement dans l'andin. Ça peut être une à 2 semaines. Là. Quand on voit qu'on commence à manquer de place, on sort sur la plateforme de compostage extérieur. Vous parliez tout à l'heure des sacs de plastique là, qui sont, que vous ne devez pas recevoir ici. Là. Dans ce voyage-là, on voit justement qu'il y en a énormément de sacs de plastique. Oui, il y en a beaucoup. Il y a aussi que ce qu'on voit présentement, c'est un arrivage de compost d'une collecte des commerces, industries puis institutions. C'est des collectes, c'est des résidus de table, des restaurants, des institutions, des écoles ou des choses comme ça. Ça fait que, mais eux autres, ils ont le droit à une sorte de sac compostable qui a été autorisé par le ministère pour justement les inciter à composter parce qu'on sait que dans un restaurant, là, un sac, là, ça change souvent. Là. Puis ça serait quand même compliqué de toujours laver les bacs à chaque fois. Là. Bon, fait qu'au moins, pour les institutions, au moins, il y a quelque chose qui a été, autorisé, oui, exactement. Mais on voit qu'il y a aussi des sacs à vidange, là. Fait que, il y a encore du travail à faire de ce côté-là aussi, là. On passe à la prochaine étape? Oui, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici en ce moment? Alors ici, ce qu'on voit, c'est notre plateforme de compostage extérieur ou qu'on appelle aussi plateforme de maturation. Après que le voyage, toute la collecte a été triée, mélangée, qui est prête à sortir du dôme. C'est ici qu'elle est transportée. Ici, elle est mise en andin. Puis, il y a des contrôles de température. Et on prend la température, puis quand on voit que sa température commence à baisser, bien, il faut le retourner pour réamorcer le processus de compostage. Ça fait que chaque andin là, est retourné là, au moins une fois par semaine, là, si possible, au début. Et ensuite, l'intervalle de temps augmente. Là. Ça peut venir une fois par mois, puis une fois... ça peut prendre environ 6 mois là, avant qu'on peut là, prendre des analyses pour, en fin de compte, avant que le lot soit mature. Là. Pour faire du compostage, est-ce que vous devez mélanger ce qu'on a vu qui est arrivé ici? Vous devez le mélanger avec quelque chose? Oui, habituellement, on mélange avec des copeaux de bois. C'est un substrat, c'est pour apporter, c'est pour équilibrer le mélange carbone et azote. L'été, on a beaucoup de résidus verts, donc on mélange un peu moins là, avec souvent, c'est même pas nécessaire de mélanger avec des copeaux, là, à cause qu'on a beaucoup de résidus ligneux. Là. Fait que, mais normalement, on mélange avec des copeaux de bois. OK. Vous parlez de l'été. Le site de compostage, êtes-vous ici à l'année ou pendant la période hivernale? Il
Il n'y a rien qui se passe ici? Pendant la période hivernale, les collectes sont diminuées aux 3 semaines. Donc, il y a quand même de la matière qui rentre, qui est triée. Mais celle-là va rester sous le dôme jusqu'à ce qu'il n'y a plus de neige, qu'on peut la transporter sur la plateforme de compostage. Dans le fond, la plateforme de compostage, elle, pendant l'hiver, ben là, vous n'y touchez pas. Non, l'hiver, on ne touche pas à ça. Parce que vous me parliez justement de la température. Quand elle commence à descendre, il faut rebrasser. Ouais. Alors, en hiver, c'est impensable, donc j'imagine. Non, c'est ça. L'hiver, on ne touche pas à ça. Puis, au printemps, ben là, on retourne toutes les lots au printemps. Puis, les plus vieux, bien, c'est sûr que même si on les retourne, ils ne chaufferont pas. Ils ne chaufferont plus parce qu'ils ont fini de composter. Mais les autres, ils vont continuer à composter l'année suivante, l'été suivant. Là, il y en a une ici qui est à part, celle-là. Oui, celle-là présente ça, c'est des résidus de bleuets provenant de l'usine de congélation de Newport. C'est des feuilles, des petites feuilles avec des petits bleuets, ceux-là qui sont trop petits ou qui sont pas bons, là. Fait que c'est amené ici, puis ça fait un excellent compost. OK. De ce côté-ci, ça c'est des rejets que vous avez expliqués, mais oui. On voit qu'il y a quand même, il semble y avoir du bois là-dedans. Oui, ça, c'est des... En fait, c'est des rejets de tamisage. Notre tamiseur est équipé d'un tamis, d'un grillage d'un demi-pouce. Donc, tout ce qui est plus gros qu'un demi-pouce, ça passe pas. Ça fait que c'est ce qu'on appelle des rejets. Puis, comme on peut voir ici, il y a beaucoup de matières indésirables, de plastique. Ce qu'on voit le plus, là, c'est les plastiques. Mais il y a beaucoup aussi de petites matières là, plus petites à l'intérieur du lot qu'on ne voit pas, mais c'est plein. Ça fait que on tamise tout ce qu'on peut, mais à un moment donné, on ne peut plus tamiser parce que c'est trop gros, puis il y a trop de matière indésirable, donc il faut l'acheminer vers le LET. Donc malheureusement, oui. Donc malheureusement, même malgré toutes les bonnes volontés, s'il y a trop de matières qui n'ont rien à faire là, vous autres, vous ne pouvez pas faire de miracle. Puis si on voudrait utiliser tout ça, le temps que vous perdriez à tout enlever par rapport à ce qu'il y a là, pratiquement impossible de tout enlever ça. C'est impossible. Ouais, c'est vraiment, il y en a vraiment trop. Là. Oui, là, on voit ici, c'est un tout nouveau bâtiment récent de l'automne 2023. Lui, il va être utilisé surtout ça va être un bâtiment de séchage qui va nous permettre d'avoir un compost plus sec, plus sèche, donc qui va se tamiser plus facilement, plus rapidement, puis qui va être aussi plus beau. Là. Donc, ce qu'on a vu sur la plateforme de compostage, dans le fond, une fois que c'est fait, vous l'amenez ici? Oui, exactement. Il va sécher davantage, mais l'installation n'est pas encore complètement terminée. Il faut qu'on installe aussi un ensemble de tuyauteries avec des ventilateurs qui vont souffler l'air par en dessous, qui va le permettre de vraiment sécher à l'intérieur aussi, là. Pas juste sur le dessus. Là. Vous avez un site où est-ce que vous faites pousser des saules avec les eaux de compostage. Est-ce que les eaux en question, c'est ce qui est produit sur la plateforme ici? Oui. En fait, ici, toutes les plateformes sont des plateformes étanches, ce qui veut dire que toute l'eau, tout le jus est recueilli de façon gravitaire dans un puits de pompage qui pompe cette eau-là dans un bassin. Puis on a un système de pompage de filtreur qui pompe l'eau du bassin, qui va alimenter puis irriguer la plantation de saule. Maintenant, la prochaine étape, une fois que c'est bien séché, on est rendu au tamiseur.
Oui, l'étape finale, c'est le tamisage. On voit ici le tamiseur, on voit la chargeuse sur roue qui va mettre la matière dans la benne. Puis, dans la benne, il y a un petit convoyeur qui va emporter le compost dans le baril. Puis c'est là que le tamisage se fait. Ensuite, le compost qui passe à travers des trous du grillage va monter dans le convoyeur, puis va se trouver au bout ici, là, comme vous pouvez voir. C'est très beau compost. Puis à l'arrière, ce qu'on voit en arrière, c'est les rejets justement de tamisage. Vous disiez tout à l'heure que le verre, ça, faut vraiment pas en avoir dans le compost. Là. On avait vu des bouteilles, mais dans le fond, est-ce que c'est. Vous disiez que si c'est contaminé, bon, vous êtes refusé. Est-ce que c'est justement à cause que le verre peut passer à travers Oui, concernant le verre, c'est sûr qu'il y a quand même une tolérance qui est acceptée dans la grosseur du verre et le nombre de morceaux qu'on peut retrouver dans un échantillon. Mais si on retrouve un morceau de verre qui dépasse les limites acceptables, tout le lot est refusé, puis on ne peut pas le vendre. On n'est pas autorisé à le vendre aux citoyens. Donc, une fois que le compost est passé au tamiseur, ben, on vient le mettre ici, puis là... Ben, oui, mais il faut aussi... il y a une étape avant ça, avant de pouvoir le vendre aux citoyens. Il faut l'échantillonner, envoyer ça au laboratoire, puis attendre qu'il passe une batterie de tests, là, beaucoup de tests, qui respectent, pour s'assurer qu'ils respectent toutes les paramètres du ministère. Est-ce que c'est à quelle fréquence que vous devez faire effectuer les analyses? Est-ce que c'est à chaque fois qu'il y a... C'est à chaque nouveau lot de compost. À chaque nouveau lot de compost, il faut envoyer un échantillon au laboratoire pour faire analyser. Et puis, si tous les paramètres respectent les exigences du ministère, là, on a l'autorisation de le vendre. C'est quoi que vous considérez comme un lot? Un lot, c'est une date de début, une date de fin. OK. Comme, je veux dire, le compost, un lot de compost qui pourrait commencer le 1er janvier jusqu'au 30 mars. Lui, je le considère comme un lot de compost, un lot. Fait que je lui donne un numéro. Puis lui, je le suis à chaque étape du développement, à chaque étape du processus, je le suis. Fait que je prends la température de ce lot-là, je rentre ça dans des registres. Puis tout ce qui est fait par rapport avec ce lot-là, on prend des échantillons, on le tamise, c'est tout le temps marqué dans des registres. Fait que chaque lot, on sait ça nous donne beaucoup de renseignements. Vous avez montré des landins tout à l'heure. Est-ce qu'un landin se trouve être un lot ou bien il peut en avoir plusieurs? Non, pas nécessairement. Un landin, il peut en avoir des plus petits, des plus gros. Puis parfois, un lot peut être composé de plusieurs landins. OK. Donc, c'est vraiment juste une question d'arriver... Oui. OK. Ouais. Donc, ce qui est arrivé aujourd'hui, étant donné que c'est une date de début, une date de fin, si on veut, ce lot-là, vous allez le faire analyser quand, dans le fond? Celui-là, ce qui est arrivé aujourd'hui, là, ça ne sera pas analysé avant peut-être le mois de mars, avril l'année prochaine, mois de mai. Là. OK. Ouais. Puis celui qui est en train de se faire tamiser, ça fait partie d'un lot qui va être... Oui, ça, c'est un lot de 2023, de début 2023. Puis, il a déjà été analysé. OK. Oui, lui, il a déjà été analysé. Puis là, on le tamise, je sais qu'on peut le vendre. Celui-là, on peut le vendre.
il est prêt à vendre. C'est pourquoi que celle-là, vous allez pouvoir le vendre tout de suite? Oui. Celui-là, on peut le vendre tout de suite parce qu'on a déjà eu les résultats. Et puis là, présentement, ce qui est à mise, c'est comment je pourrais dire, c'est des rejets du premier tamisage. Parce que souvent, quand le compost est trop humide, il faut le rétamiser 2 fois, au moins 2 fois, là, pour sortir le maximum de compost. OK. Ces analyses-là servent à révéler quoi, dans le fond? Les analyses, ça sert à révéler toute la teneur en métaux. La teneur en métaux, le pH, s'il y a de la salmonelle, s'il y a des E. coli. Il y a plusieurs paramètres qui sont analysés. Puis ça nous donne tout, si on veut, un pédigré du compost. OK, donc c'est pour ça... La teneur en eau, la teneur en matière sèche, matière organique, le pourcentage de matière organique. Ça donne plein de renseignements. Puis, il y a des paramètres limites à respecter. Mettons, je ne sais pas, l'arsenic. En mettant l'arsenic, il y a une limite acceptable d'arsenic. Si ça dépasse si le taux d'arsenic se trouve plus haut que la limite permise, de l'eau est refusée. On est obligé de le mélanger avec d'autres composts qui va faire que l'arsenic va diminuer dans le compost. Donc, pour l'analyser, ça prend au moins un premier tamisage, dans le fond. Oui. Il faut le tamiser. Il est tamisé, ensuite il est échantillonné et puis il est envoyé au laboratoire. Puis ça prend au moins 2 fois par année. Il faut qu'il y ait une firme d'agronomes qui viennent échantillonner eux autres mêmes, ce qu'on appelle des échantillonnages accrédités. OK. Donc, une fois tout ça fait, bien là, ça peut aller au client. Ça peut aller dans les jardins et dans les plates-bandes. OK. Pour faire du compost, au total, ça peut prendre combien de temps? Du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on a l'autorisation de le vendre, là, ça peut prendre jusqu'à, je dirais, 8 mois. Là. Okay. Ouais. Donc, c'est quand même un processus qui est relativement long. Oui, faut être patient un peu. Faut suivre les températures. Puis, c'est ça, la température, il faut au moins là, que le compost atteigne une température, dépasse. Il faut que la température soit au moins de 55 degrés là, pendant au moins 4 semaines. Là, pour s'assurer que le processus il est bon, là, ça va bien. Là. Puis après ça, là, la température commence à baisser tranquillement. Là, puis c'est comme ça. Du début à la fin, là, le temps du tamisage, l'échantillonnage, les résultats d'analyse, ça prend environ 8 mois. Là. Donc, pour terminer, peut-être faire un rappel. Là, on en a vu au début là, des matières qui parfois s'y retrouver. Matières indésirables, oui. Mais faire un rappel de ce que les gens peuvent mettre et surtout ne pas mettre dans le compostage. Bien, ce qu'on peut mettre, c'est pas compliqué. Tout ce qui se mange, ça peut aller au compostage. Est-ce que même les os? Oui, les os aussi. OK. Les os, les fruits, les légumes, tout ce qui se mange. Il y a aussi le papier journal, le papier qui est de matière organique, les cartons souillés, comme la boîte de Dixili, là, vous pouvez la mettre au compost. Les essuie-tout, tout ce qui est organique, ça peut aller au compost. Ce qu'il faut, les matières indésirables, c'est ce qu'on reçoit le plus, c'est beaucoup de plastique. Le verre, comme on voit ici, là, un pot maçon, une bouteille de bière. Ça, c'est une matière indésirable, ça ne se composte pas. Puis ça peut même faire, là, ils ne sont pas cassés, mais quand ils sont cassés, ça peut le faire refuser un lot. On voit aussi ici là, des vêtements.
Les vêtements, non, ça se composte pas. Donc, les vêtements, quand c'est plus bon, c'est la poubelle, les vidanges. À part ça, il y a le métal. Le métal, ça ne va pas au compost non plus. Donc, c'est ça. Il y a aussi le styromousse qui ne va pas au compostage. Parce qu'on reçoit beaucoup de barquettes de viande. Là. Tu sais, le monde va acheter de la viande, un steak passé date, mais ils vont l'envoyer au compost, mais ils vont le laisser dans la barquette enveloppé dans le plastique. Fait que ça, les gars sont obligés de le faire, fait que ça donne du travail. C'est pas du travail qui est le fun. À cause des odeurs, j'imagine? Ben, à cause des odeurs, puis c'est lent, puis les gars se promènent là-dedans, puis c'est sûr, c'est pas très agréable. On parle d'odeur, mais justement, tu sais, elle n'est pas si pire, l'odeur de compostage. C'est sûr que tu me disais qu'au printemps, bon, c'est quelque chose. Sûr mais les odeurs des aliments en décomposition qui sont emballés versus ce qu'on a ici, c'est ça que j'imagine qui n'est pas agréable non plus. Hein. Oui, c'est ça. Quand c'est emballé, bien, ça commence à fermenter. C'est là que ça sent un petit peu plus mauvais. C'est sûr que nous autres, après, quand il est mélangé avec des copeaux de bois, là ça sent moins. Mais quand les gars font le tri, c'est là que c'est plus désagréable. Là, c'est la chasse, on est dedans, on est dans la période de chasse. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses parce que, bon, les chasseurs, il y a des parties du corps des bêtes qu'ils ne vont pas garder. Est-ce qu'il y a des choses, des produits de la chasse qui ne doivent pas se retrouver ici au compostage? Oui. Ici, ce qu'on accepte, c'est vraiment là, les résidus de boucherie, comme les côtes, les morceaux de viande, de gras, tout ce qui n'est pas bon. Des choses comme la peau des orignons, des chevreuils, les têtes, les pattes. Ça, il faut apporter ça à l'éco-centre. Il va y avoir un conteneur dédié spécialement pour ça. OK. Des fois, bon, les cornes en général, c'est utilisé comme un trophée de chasse, là, mais ça... Non, ça, c'est vraiment aussi là, à l'éco-centre. OK. Parce que ça se décompose pas très, très rapidement. On a fait le tour du site de compostage? On a fait pas mal le tour. Je pense que j'espère que ça va aider les gens à voir un peu comment ça se passe, puis j'espère que le monde va, avec le temps, il va être plus respectueux là, du travail là, qui se fait ici, là, surtout pour les trieurs. Là. Merci beaucoup de nous avoir fait la visite. C'était un plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553. Le ministère de la Culture a entamé des travaux pour préserver la maison René Lévesque, à New Carlisle, en vue de sa restauration complète. Ces travaux, prévus jusqu'au 6 décembre, visent à stabiliser la structure et à prévenir les infiltrations d'eau. En parallèle, diverses études patrimoniales sont en cours pour documenter l'évolution de la maison, qui date de 1905, et rétablir son apparence d'origine des années 1920. La restauration intégrale nécessitera un budget estimé à 800 000 $ et inclut des collaborations avec des partenaires locaux, dont l'espace René Lévesque. Lors d'une rencontre, au centre des congrès de la baie des Chaleurs, les promoteurs du projet de mine de Pouzolan à Dalhousie ont rencontré une vive opposition de la population. Avec un objectif d'extraction de 3 millions de tonnes par an et des promesses de 168 emplois, le projet suscite des doutes quant aux impacts environnementaux,
notamment sur la rivière Restigouche. Environ 175 résidents, majoritairement opposés, ont assisté à l'événement, tandis qu'Ecowork Dalhousie estime à 50% les chances de réussite du projet. Les analyses et l'étude d'impact, estimées à 10 millions de dollars, détermineront la faisabilité pour 2027. Le Bloc québécois, par l'intermédiaire de la députée Christina Michaud, a annoncé qu'il votera désormais contre le gouvernement fédéral, après l'échec de l'adoption des projets de loi C-319 et C-282. Ces lois visaient à renforcer la sécurité de la vieillesse et à protéger la gestion de l'offre dans les accords commerciaux, soutenant les aînés et les agriculteurs québécois. Michaud, critique du refus gouvernemental, estime qu'il est temps de redéfinir la composition de la Chambre des communes. Elle se prépare à affronter la ministre Diane Leboutillier aux prochaines élections dans Gaspésie et île de la Madeleine-Listigouche. Les travailleuses de Centre de la petite enfance, CPE, affiliées à la CSN, votent majoritairement pour des grèves afin de revendiquer de meilleures conditions de travail et une reconnaissance accrue. Dans la MRC de Bonaventure, 94% des membres ont approuvé 5 jours de grève, et le vote a été unanime à New Richmond. Selon Gaétan Leblanc, vice-président de la CSN, les conditions actuelles, en dessous de celles du secteur public, rendent le recrutement difficile, notamment en raison du recours accru à du personnel non qualifié. Le syndicat appelle à un rattrapage salarial et à l'intégration de primes régionales pour stabiliser le personnel et améliorer la qualité des services. Un groupe citoyen en Gaspésie a créé un organisme, Ensemble pour un accès aux ressources marines, pour défendre l'accès des citoyens aux ressources marines du Québec. Hugo Daniel, président et membre fondateur, souligne que cet accès est crucial pour l'autonomie alimentaire régionale, déplorant le retard du Québec par rapport aux autres provinces en matière de pêche récréative. Actuellement, plus de 80% des ressources du golfe du Saint-Laurent sont exportées, tandis que la Gaspésie dépend largement de l'extérieur pour ses aliments. Au-delà de l'alimentation, cet accès est aussi un enjeu identitaire pour la région. Céline Cassivi a été assermentée comme nouvelle chef de la nation Micmac de Gaspé, malgré sa 3e place lors du scrutin de septembre. Sa nomination intervient après la démission de Yann Tapp, qui avait remporté la chefferie après un processus complexe, incluant recomptage et tirage au sort, mais a quitté en raison d'un climat tendu et d'un manque de respect au sein de la communauté. Ce changement de leadership fait suite à une série de démissions, notamment celle des ex-chefs, Terry Shaw et Manon Janotte, qui avaient également pointé des problèmes internes. Cassivi promet un leadership juste et transparent. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.